Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous présenter l'utilisation de la réalité mixte pour l'entraînement dans le secteur de la défense. Donc, je vous propose qu'on commence par un petit tour de table pour se présenter. Alors je m'appelle Quentin Leblond, je suis chef de projet chez KNDS France Training et également responsable de la communauté XR pour KNDS France. Bonjour à tous, Sylvie Roumsalin, je suis responsable commerciale de la filiale KNDS France Training. Bonjour à tous, Valentin Loget, je suis président directeur général de Mixte. On fait des solutions de réalité mixte à destination des industriels. Rebonjour à tous. Donc Dorian Fressinet, responsable commercial pour la société Vario. Donc ce qu'on va vous présenter, premièrement on va faire un petit peu de contexte pour vous dire qui est KNDS France et ce que l'on fait au sein de la filiale KNDS France Training, et on posera la problématique sur le sujet de l'entraînement dans le secteur défense. Une des solutions, c'est le matériel qu'on utilise avec Vario. Ensuite, on vous présentera notre cas d'usage MRCT Mixed Reality Crew Trainer. Et enfin, on vous présentera un petit peu notre vision qu'on voit pour le futur de la XR dans l'entraînement défense. Donc, au niveau du contexte, en 2015, Nexter, ça vous parle peut-être un petit peu plus, c'est joint avec Cross-Mafal Wegmann au sein de KNDS. Donc, on crée une entité KNDS pour devenir le leader européen du secteur de défense terrestre. Donc nous, KNDS France Training, on fait partie de la Business Unit Service Client, BSC, qui elle-même fait partie de KNDS France. Donc KNDS, il y a vraiment une partie France, KNDS France, et une partie Allemagne, KNDS Deutschland. Donc la filiale, elle est créée depuis 2008, et on est expert dans tout ce qui est création de contenu de formation technique, maintenance, mise en œuvre, en utilisant les technologies de la réalité virtuelle augmentée ou mixte. Donc, sur cette présentation, on va vraiment se concentrer sur la partie formation, mais il y a aussi d'autres business units et d'autres départements qui utilisent la XR, que ce soit pour l'ingénierie, l'ergonomie, les facteurs humains ou les ressources humaines. Très bien. Merci Quentin. Je vais juste vous préciser une chose, c'est que en tant que filiale donc KNDS France Training, comme l'a expliqué Quentin, nous sommes des experts dans la création de produits de formation, mais qui est très spécifique aux nouvelles technologies. L'idée, c'est qu'il faut garder en tête qu'on couvre des marchés militaires, mais également civils. C'est la force de cette filiale, c'est de pouvoir répondre également à des systèmes qui sont hors du monde militaire et qui sont hors des produits comme le Charles Leclerc, le César, que vous avez sûrement entendu parler. Nous, en fait, on a la possibilité, encore une fois, d'adresser des systèmes qui sont vraiment pour d'autres industriels. Donc, c'est un point d'orgue que je voulais repréciser. Donc la problématique en formation défense, c'est comment est-ce qu'on peut former des opérateurs à utiliser un système et en optimisant les coûts humains et les coûts matériels. Donc le côté humain, c'est comment est-ce qu'on peut s'entraîner sans danger pour l'utilisateur, comment est-ce qu'on peut simuler des cas de panne, pouvoir s'entraîner avec tout son équipage et ne pas faire de false training. Ce qu'on appelle le false training, c'est par exemple s'entraîner sur un système qui n'est pas le réel, d'apprendre des gestes qui sont mauvais et finalement sur le système réel, notre formation n'est pas efficace. Et côté matériel, c'est pouvoir se former sur le système réel, enfin ne pas se former sur le système réel pour ne pas justement solliciter son occupation. Donc certains des systèmes sont quand même en disponibilité à flux assez tendu. Pouvoir simuler des scénarios de panne et de pouvoir éviter de casser le système réel parce que certains sont en disponibilité flux tendu. Et également pouvoir former les utilisateurs sur des systèmes avant leur livraison, afin d'être efficace lors de la réception. Et une des premières solutions, c'est d'utiliser le meilleur matériel en termes de réalité mixte avec Vario. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc effectivement, je vais vous parler rapidement de Vario. Donc nous, on est une société finlandaise. Donc on a la chance d'avoir l'ambassade de Finlande dans la pièce. Donc voilà, salutations. Donc société européenne. C'est pas anodin, c'est pour ça que je le mentionne. Aujourd'hui, je dirais qu'on a deux caractéristiques qui font que nos solutions s'imposent dans la défense. La première, c'est vraiment la qualité de résolution de nos casques, à la fois dans le virtuel et dans le pass-through. Et je dirais que la deuxième caractéristique, c'est vraiment l'enjeu de sécurité. Donc aujourd'hui, tous nos casques peuvent être utilisés complètement en offline. Et on a développé des process de fabrication sur des lignes sécurisées, TAA compliant, donc avec du respect de standards militaires. Et donc fort de cela, on a développé deux gros cas d'usage au sein de Vario aujourd'hui. Le premier, design engineering, qu'on ne va pas développer, mais qui est plutôt du coup comment on utilise des jumeaux numériques de véhicules
pour itérer à l'infini sans prototype physique. Et donc le deuxième, qui est vraiment l'enjeu training simulation. Donc comme on voit à l'écran, on va avoir typiquement le casque sur la tête qui permet à la fois de visualiser le vrai cockpit et d'avoir des scénarios à l'infini en virtuel. Et donc l'enjeu, c'est qu'on vient éviter ce qu'on appelle le negative training, puisqu'on a une interaction qui est le plus proche possible de la réalité. J'ai bien aimé l'introduction de Bertrand sur le pourquoi, donc du coup je vais rebondir là-dessus. Pourquoi est-ce que la solution de réalité mixte aujourd'hui elle s'impose en training et simulation? Typiquement, si on prend l'exemple de l'aéronautique, ça part d'un constat, c'est qu'il y avait un gap capacitaire entre ce qu'on appelle le classroom training, où on est vraiment avec un PowerPoint dans une salle de classe, et des simulateurs, on va dire, conventionnels, où on avait un champ de vision à 120 degrés, des écrans, quelque chose qui n'est pas flexible, ou alors des dômes qui sont extrêmement performants, mais donc extrêmement coûteux. Et donc on voit typiquement sur schéma qu'en termes de ratio performance-coût, le simulateur de VR ou de réalité mixte trouve parfaitement sa place, et avec des coûts relativement faibles, beaucoup d'agilité, et un déploiement qui est relativement simple en comparaison d'un système de dôme, par exemple. Donc ça, c'est la théorie. Et ce qui est intéressant quand on parle de théorie, c'est de le reboucler avec la pratique. Donc là, je vous ai ramené 2 retours d'expérience. Un de l'US Air Force qui date de 2023, c'est évidemment public. Le deuxième qui est plutôt sur la partie aéronautique civile. Et donc là, on arrive à extraire des KPI qui sont quand même extrêmement intéressants. Donc on a une réduction de 2 tiers du temps de formation des pilotes. On va chercher 50% du temps avant le vol autonome. Et on a réduit de 4 à 6 mois un process de formation au global. Bon, là, on a des effets d'échelle qui amènent un retour sur investissement de l'ordre de 350 millions de dollars. Alors évidemment, c'est des projections. Mais bon, quand on fait le calcul, globalement, le déploiement de la réalité mixte dans ces schémas-là, elle n'est pas à démontrer. Le dernier paramètre qui, moi, m'intéresse tout particulièrement, c'est le 14 sur 14. En fait, ils ont pris 14 pilotes qu'ils ont mis dans le process conventionnel, classique, 14 pilotes sur simulateur en réalité mixte. Le résultat, c'est que les 14 pilotes en réalité mixte ont montré de meilleurs résultats. Voilà. Donc pour conclure et faire la transition avec le cas d'usage qu'on a aujourd'hui, donc la réalité mixte, elle permet de mettre en œuvre différents schémas, que ce soit de la poussière, que ce soit de la vision nocturne. Typiquement sur l'image que vous voyez tout en haut à gauche, on vient entraîner du personnel à faire des opérations aéromédicales, donc que ce soit dans des avions, dans des hélicoptères, dans des véhicules, avec le vrai medical kit. Ensuite, l'enjeu, c'est vraiment la souplesse. Donc, je dirais que là où on a vu le plus de cas d'usage aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis très content qu'ANDS nous ait sollicité, c'est plutôt sur l'aéronautique, mais on voit vraiment une transition vers tout ce qui est terrestre et maritime, et c'est une technologie qu'on peut vraiment transposer à tous les domaines. Et le dernier enjeu, qui est aussi extrêmement important dans le contexte de cette discussion, c'est ce qu'on appelle la complémentarité. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des enjeux de maintien en conditions opérationnelles. On n'a pas toujours le matériel à disposition pour former, que ce soit les pilotes ou autres. Et donc la réalité mixte, elle permet de ne pas avoir d'impact sur l'opérationnel, tout en garantissant une qualité sur la formation. Et donc on voit qu'aujourd'hui, on commence à avoir doucement d'autres cas d'usage, type JTAC, manipulation de systèmes d'artillerie. Et ce sera ma transition. Très bien. On va passer dans le cas concret qui concerne le monde de la défense. Donc, je suis ravie de pouvoir présenter aujourd'hui notre simulateur qui s'appelle MRCT. Donc, MRCT pour Mixed Reality Crew Trainer. Et il faut garder en tête qu'aujourd'hui, dans les conditions de haute intensité, en temps de guerre, les armées n'ont plus le luxe et la possibilité d'utiliser des vrais équipements comme moyen pédagogique. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir avoir des simulateurs qui sont mis à disposition directement auprès des armées, qui vont potentiellement installer dans les écoles d'artillerie, si je reste très focalisée sur la partie César, ou directement dans les régiments. Donc il faut savoir que la doctrine simulateur dans le monde, que ce soit en France ou à l'export, a énormément évolué ces 2 dernières années, et vous comprendrez pourquoi. On a du coup développé ce simulateur qui permet très concrètement d'entraîner de manière très intensive l'équipage de pièces du César. Donc le César, c'est un canon automoteur fabriqué et produit par KNDS France, que nous livrons un peu partout dans le monde. Et on permet, grâce à ce simulateur, d'entraîner un maximum de personnes en très peu de temps.
Et la force, c'est que c'est un simulateur en réalité mixte. Donc très concrètement, vous allez avoir une réplique à l'échelle 1 de l'arrière du César qui est représentée, avec des ensembles mobiles ou des munitions qui ont vraiment le poids de 42 kg, parce que vous comprendrez qu'il y a un intérêt pédagogique et des interactions par les apprenants sur ces différents modules. En plus de cette réplique physique, on va augmenter via un environnement 3D. Donc c'est grâce au casque de réalité mixte que les apprenants vont avoir une superposition de la 3D sur la maquette, sur la réplique. Donc c'est toute l'originalité de ce simulateur. Et un autre point qui est extrêmement important, que je vous aiderai à souligner, c'est l'aspect collaboratif. Vous avez pour le César 6.6 5 apprenants. Donc c'est une équipe de pièces complète. 5 personnes ont chacune leur rôle, et du coup, ils vont tous avoir un casque de réalité virtuelle, réalité mixte, qu'ils vont utiliser durant ce cours. On rentrera plus dans le détail tout à l'heure, mais en tout cas, on voulait en profiter pour remercier nos partenaires et nos prestataires de confiance. On va rentrer un petit peu plus dans le détail technique de ce simulateur juste après. On voulait aussi du coup vous montrer le cheminement au niveau TRL, niveau de maturité de ce simulateur, parce que c'est quand même extrêmement intéressant pour vous de l'avoir en tête. En tout cas, sachez que c'est un simulateur qui émane de plusieurs années et de collaboration avec notamment l'armée française, pour lequel on a réfléchi à un concept qui puisse répondre au mieux aux opérationnels, et que ce simulateur a été financé sur fonds propres par KNDS France. Oui, donc comme disait Sylvie, c'est vraiment un produit qui est le fruit d'une collaboration, d'une recherche, de développement qui a été géré chez nous par un chef de projet responsable développement qui est Camille Maillot, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais qui était présent depuis la première version prototype en 2018 qui était présentée à Eurosatory. Pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est un salon de l'armement qui se fait tous les 2 ans à Paris. Très gros événement. Et là, on voit qu'au niveau technologique, on est avec un HoloLens, une maquette bois pour représenter la civière et puis la culasse, et un bout de PVC pour faire la charge. Donc on est très loin de ce qu'on a maintenant, et on peut voir qu'on a vraiment évolué en niveau de maturité jusqu'à un produit achevé et mature. Donc on voit que l'année d'après, on commence déjà à avoir une petite structure et l'écran de contrôle qui commence à être présent avec la culasse qui est représentée. En 2020, on voit que la structure s'étoffe. En 2021, on passe sur la technologie avec du fond vert pour faire du chroma key. Donc, je reviens un petit peu au niveau 2019, on utilisait des Vive Pro avec des caméras Z Mini pour faire de la réalité mix pass-through, qui du coup, il n'y avait pas de casque qui existait à l'époque qui proposait ça, donc c'était assez innovant. Mais c'était pas non plus la fluidité la plus parfaite comme on peut avoir maintenant. Et on était équipé d'ordinateurs sac à dos permettant de garder une mobilité tout en ayant une qualité graphique et de calcul suffisante pour pouvoir faire la simulation. Et on est passé finalement sur un fond bleu, donc on expliquera sur les slides d'après le pourquoi du comment, mais sur l'image vous pouvez un peu peut-être avoir une piste. Et donc le niveau de maturité est monté en TRL 8, donc c'est-à-dire que c'est un produit qui est achevé, validé en termes de démonstration pour le client. On va maintenant rentrer plus dans le détail, comme je vous l'avais promis. Donc, on va parler des objectifs pédagogiques. C'est extrêmement important parce qu'on est très axé dans la partie formation, encore une fois. L'objectif pédagogique, c'est vraiment de former une équipe de pièces complète, donc 5 personnes, de manière collaborative. Encore une fois, ça, c'est l'objectif principal, mais c'est surtout qu'on a sélectionné un scénario précis. Pour le César, le scénario qui a été choisi, vous allez comprendre la logique, c'est le scénario de tir, tout simplement. On a décidé de s'affranchir de la partie cabine, par exemple, parce que le César, c'est un camion qui porte un système d'armes, un canon de 155 mm. L'idée, c'est que nous, on commence le scénario à partir du moment où, en fait, le canon est mis en batterie et, du coup, toute l'équipe peut vraiment dérouler tout le processus de tir. Chacun a son rôle, chacun se positionne autour de l'arrière du César, donc de la réplique. Chacun a un casque de réalité mixte qu'il porte. L'idée, c'est qu'ils vont pouvoir dérouler toute la procédure et tout ça sans avoir, encore une fois, à avoir un vrai César sous les mains. Par contre, l'aspect
représentativité échelle 1 de la munition, c'est extrêmement important parce qu'il y a le geste approprié à avoir, sachant que c'est 6 coups par minute, le César. Donc vous imaginez que le pourvoyeur doit donc charger 6 obus en une seule minute. Donc c'est extrêmement important d'avoir les bons gestes. Tout ça dans des conditions de sécurité, sachant que vous n'avez pas de risque d'accident ni d'incident. Voilà. Et ça vous permet aussi d'avoir une possibilité de répéter les gestes à l'infini. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le monde militaire, du drill. On va leur mettre à disposition un simulateur pour lequel ils peuvent vraiment s'entraîner jusqu'à que l'instructeur décide de couper court à la séquence de simulation. Néanmoins, encore une fois, l'objectif, c'est de pouvoir entraîner les équipes avant qu'ils aillent sur le terrain. Côté simulation, donc on l'a dit, on simule l'environnement qui est autour du virtuel, qui va aussi conditionner l'utilisation du César. Donc c'est pas simplement être dans un environnement de forêt, de désert, etc. Mais on simule également la physique du camion pour que ça ait une influence sur son utilisation. Et le canon, par exemple, n'a pas le même comportement si vous l'utilisez à -20 ou si vous l'utilisez dans le désert à 40 degrés. Et donc, c'est important que le virtuel représente ça aussi. On est vraiment sur un jumeau numérique pour son utilisation. Côté simulation du comportement matériel, donc l'intérêt évidemment, c'est de ne pas utiliser le vrai matériel, d'abord qui représente un gain de coût comme Sylvie l'a souligné, mais aussi pour permettre les erreurs. On est là pour apprendre. La magie des mondes virtuels, c'est de pouvoir se dire, en appuyant sur un bouton, on vient remettre tout à zéro et on recommence. Il n'y a pas d'erreur et surtout, on ne met pas en danger les équipes ni le matériel. On reste sur des équipements, bien sûr, le vrai César qui reste, disons, il faut prendre des précautions pour le manipuler. Là, on est dans du virtuel et dans une solution qui donne le droit à l'erreur. Et donc, en tant qu'humain, on a déjà des retours sur le fait qu'on apprend bien mieux en étant plus impliqué. Ensuite, on est capable de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec le vrai César. Typiquement, simuler des pannes, déclencher volontairement des pannes, mettre en défaut le scénario, venir enrayer la chorégraphie pour que les opérateurs acquièrent des réflexes. Donc d'un point de vue technique, on a la possibilité de scénariser chaque tir, ce qui est demandé en tant que mission, et puis venir déclencher des événements tout en ayant du rejeu. Donc justement, ce rejeu, il est important. On s'est dit, on simule cet environnement virtuel avec tout ce qu'on s'est dit sur la partie simulation, mais également, les opérateurs sont maintenant connectés. Ils ont des casques sur la tête, donc on connaît la position, leurs faits et gestes, les timings des exécutions, les procédures qu'ils ont fait, et donc à partir de ça, on est capable de les analyser en temps réel, d'avoir le retour vidéo, comme on a dit, le retour de l'état du César, mais également ensuite de faire du rejeu vidéo et avoir une vraie timeline de ce qui s'est passé pour pouvoir analyser ensuite ce qui s'est passé et puis vraiment suivre la progression des apprenants en tant qu'individuels comme en tant qu'équipe collaboratrice. Je vais laisser la parole à Quentin pour la suite. Merci beaucoup Valentin. Alors ce qu'on imagine au niveau des futurs de l'AXR, ça va être un petit peu sur ce que tu disais au niveau des données qu'on va pouvoir récupérer. Je vais aller un peu vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais l'idée c'est de rajouter d'autres capteurs pour pouvoir rendre la formation encore plus performante. Donc on peut faire tout ce qui est capteur cardiaque pour pouvoir choper du stress, respiration, charge cognitive. Le suivi oculaire plus pour tout ce qui est interaction ou authentification. Et le plus intéressant, c'est l'électroencéphalogramme, pas facile à dire. C'est du coup pour récupérer l'activité cérébrale, notamment pour faire du BCI, donc le Brain Computer Interface. Donc pour expliquer simplement, c'est un lien direct entre le cerveau de l'utilisateur et un système réel, donc soit un ordinateur ou soit une prothèse, ce qui se fait aussi beaucoup. Donc on va récupérer l'activité cérébrale, on va traiter les signaux pour pouvoir ensuite le réinjecter et l'envoyer vers l'applicatif. Donc c'est des choses qui existent déjà avec l'exemple là de Galea, donc qui vont rajouter des capteurs pour le Vario. Donc Vario ont déjà ces possibilités-là. Et ensuite, on peut utiliser de l'intelligence artificielle, donc on en entend parler de plus en plus. Donc on pourrait imaginer générer des scénarios sur des données terrain, donc récupérer des données terrain pour faire du scénario
sur mesure, et également faire de l'adaptive learning, donc c'est-à-dire adapter le scénario par rapport à l'évolution émotionnelle et physique de l'utilisateur. Donc notamment en temps réel lorsqu'on fait une formation, mais également sur un processus plus long pédagogique, c'est-à-dire on a vu tel après X essais, on va pouvoir suivre son processus émotionnel, physique de l'apprenant et pouvoir justement ajuster le scénario pour faire de la formation sur mesure par utilisateur et pas juste faire un module de formation sur un sujet. On va tourner l'utilisateur au centre de la formation plutôt que l'inverse. Si vous avez quelque chose à dire aussi là-dessus, notamment sur la partie Galéa peut-être. Oui, je peux juste rajouter un mot, mais c'était déjà très complet. Mais bon, Galéa est un acteur, il y en a d'autres. En France, je pense notamment à une société comme Mentalista. Et effectivement, je pense que c'est vraiment le next step aujourd'hui. On commence à arriver à une certaine maturité de l'usage de la réalité mixte sur tout ce qui est training simulation. Et demain, en fait, on va pouvoir rajouter ces fonctionnalités pour aller encore plus loin dans la compréhension des personnes qui sont formées et dans l'optimisation de l'entraînement. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour, Alexandre Boucher, Procréate Virtuelle. J'avais une question. Vous évoquiez que les personnes couraient dans une salle qui faisait plusieurs centaines de mètres carrés, 100 mètres carrés. Comment avez-vous géré la problématique, la contrainte du câble, du casque, et en particulier sa longueur, pour transmettre le casque? Très bien. Alors, il y a eu des études qui ont été faites, effectivement, pour savoir comment on allait placer les différentes personnes. Il faut savoir qu'autour du César, chaque apprenant a une place bien précise. Il y a un cône, tout est vraiment très précis. Donc, on sait que chaque personne ne va pas arriver dans une zone qui ne lui correspond pas. Il n'aura pas le droit de traverser, d'aller côté gauche du César, que lui, sa position, c'est côté droite. Donc déjà, pour commencer, on sait que les positions sont actées, ancrées, entérinées. Ça, c'est clair. Au niveau du fait de courir, l'idée, c'est que, en fait, ils n'ont pas des zones où ils vont pouvoir manipuler très large, mais on a conscience qu'une personne comme le pourvoyeur qui va aller chercher l'obus dans le casier à munitions, il va devoir descendre du stabilisateur et ensuite arriver sur la civière, poser l'obus. Donc c'est une zone qui va faire un peu moins de 2 mètres, mais ça reste une zone qui est quand même importante, surtout quand vous avez 42 kilos dans les mains. Donc tout ça, on connaît parce qu'en plus, c'est fait par la maison mère, donc on a toutes les informations. C'est surtout que pour le câble, notamment du Vario, on a étudié un système de poulies donc qui permet de maintenir le câble un peu comme éléphant bleu, où là, ça vous permet de vous affranchir d'avoir le câble qui vous gêne. Et encore une fois, comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, il y a aussi le casque qui est ancré dans un casque de l'artilleur. Tout ça pour, encore une fois, s'affranchir de tout poids, tout élément qui pourrait gêner l'apprenant. Voilà, donc on a essayé de réfléchir à tout. Ouais, juste pour ajouter un élément à cet aspect, donc le câble, c'est évidemment un sujet qui revient assez souvent quand on évoque les solutions Vario, mais il y a aussi des aspects positifs à ça, notamment l'enjeu de sécurité, puisque du coup, le casque n'est connecté qu'à un ordinateur qui est selon une configuration qui est sécure. Et donc, c'est pas anodin. Et sur le XR4, on va dire conscient de ce potentiel frein, aujourd'hui, on a des câbles qui vont jusqu'à 15 mètres. Donc ça donne quand même une belle latitude pour opérer le casque. Bonjour. J'avais juste une question rapide je m'interrogeais sur quelle sorte d'environnement vous simuliez. Est-ce que vous pouvez simuler des terrains d'intervention précis? Je pense par exemple dans d'autres domaines, ce qu'on peut faire avec les données GIS ou des solutions comme Cesium où on peut reproduire un environnement géographique précis pour entraîner à des opérations futures ou des choses comme ça. Je me demandais si c'était quelque chose que vous faisiez ou que vous envisagiez par la suite, peut-être avec un autre type de matériel. Donc la question... oui, vous aviez un micro, donc la question a été posée, c'est parfait. En fait, ça répond surtout à 2 cas d'usage un petit peu différents. C'est-à-dire que là, le but est d'acquérir des réflexes à l'utilisation du canon César, à se former sur les pannes et à entraîner une équipe à dialoguer ensemble, collaborer. Donc, on se concentre sur la partie d'utilisation du canon, alors que finalement... On utilise, donc ça serait possible techniquement, complètement, de récupérer des données, par exemple satellites, des données GIS, etc., pour pouvoir les charger en temps réel et créer des scénarios sur des cas existants.
Mais finalement, ça couvre un autre cas d'usage qui serait la préparation à une mission spécifique qu'on n'a pas abordé sur ce sujet, mais techniquement, bien sûr, c'est faisable, tout à fait. Je pense notamment à la livraison de ces canons qui, si je ne me trompe pas, ont été faits en Ukraine il y a quelques temps pour les forces ukrainiennes qui ont peut-être des prérogatives et des besoins différents en fonction d'où ils sont. Tout à fait. Donc Valentin a très bien expliqué, parce qu'en termes de cahier des charges, aujourd'hui, auprès des armées, je ne vais pas parler de l'Ukraine spécifiquement, mais aujourd'hui, en termes de cas d'usage, ils vont vouloir avoir un simulateur pour faire du drill, comme j'avais expliqué, donc répétition des gestes, pouvoir avoir un entraînement de cadence de chargement. Ce qui est intéressant, c'est l'environnement qui soit le plus proche, c'est-à-dire que si c'est au Moyen-Orient, on va avoir un environnement avec du sable. Voilà, si c'est en Finlande, voilà, il y aura de la neige. Mais ils n'ont pas aujourd'hui, en tout cas moi, quand je suis en contact constamment avec les armées, je n'ai pas de demande spécifique d'intégration de la topo spécifique de part des armées. Et d'autre part, nous, on est aujourd'hui sur de la simulation à la mise en œuvre et à la maintenance. On a d'autres produits, mais pas dans le tactique. Donc pas de préparation opérationnelle et on n'est pas dans la simulation niveau tactique. 2 petites questions. Est-ce que vous faites des simulations de nuit? Et si oui, comment? Et l'autre, est-ce que vous faites des simulations avec du son? Et comment vous avez géré ça? Oui, alors au niveau du son, encore une fois, on essaie d'être en immersion totale et être au plus proche de la réalité, même si encore une fois, on a conscience que ça ne va pas être le cas. Mais au niveau du son, effectivement, le bruit du canon, tous les aspects autour, on le représente. Et après, pour l'aspect nuit, je vais dire la réponse est oui, mais je vais laisser Valentin compléter. C'est une très bonne question parce que le son a été un sujet. On a un système audio dans la salle qui permet d'aller jusqu'à 92 décibels pour qu'on puisse ressentir la vibration aussi et encore une fois tromper les sens pour se mettre le plus en condition possible. Donc effectivement le son est un bon sujet. Côté nuit, comme ce sont des casques donc de vidéo see-through, on a la possibilité de modifier aussi le flux vidéo. Donc on arrive à simuler finalement, un peu comme au cinéma, un mode nuit, parce qu'évidemment ça a une influence sur la visibilité du terrain, la visibilité des équipes entre elles. Et donc effectivement c'est une fonctionnalité de l'application et ça a été important. Bonjour. J'ai une question sur le déploiement de cette salle de simulation. Là, j'ai vu que vous avez fait de l'export. Est-ce que tous vos clients viennent dans vos locaux pour tester? Vous avez fait un modèle, vous avez dupliqué cette salle avec des opérateurs et des accompagnants pour les former? Alors, comment ça se passe concrètement? C'est que nous, on a à disposition une salle de simulation qui fait 100 mètres carrés. C'est celle que vous voyez dans la vidéo. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller installer sur site client, donc soit dans les écoles d'artillerie, soit directement dans les régiments, cette fameuse salle de simulation. Le prérequis, c'est que l'armée doit nous mettre à disposition un local avec des infrastructures spécifiques. Mais nous, on va aller installer tout ça directement chez le client, dans les armées. Après, ils viennent effectivement venir voir en France à quoi ça ressemble, tester. Et après, on part sur le processus classique d'appel d'offres ou pas, ou gré à gré. Et ensuite, on signe ou pas. Mais en ce moment, on signe, donc c'est bien. Mais du coup, ils ont un opérateur qui joue les scénarios aussi, que vous formez dans les casernes où vous allez? Alors, du coup, la doctrine, elle est complètement différente en fonction des armées. Souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire le train the trainer, donc on va former les instructeurs. On a une formation de français experts KNDS qui vont aller former les instructeurs des différentes armées. Et ensuite, ils sont en toute autonomie. Tout à l'heure, vous avez parlé qu'il y avait beaucoup de câbles sur votre système. Qu'en est-il du système BCI que vous avez aussi, dont vous avez aussi parlé? Alors, on en a parlé pour les aspects futurs. C'est pas forcément quelque chose qui est pour le moment mis en place dans le simulateur MRCT. Donc, je pourrais pas forcément en parler parce qu'on l'a pas mis en place, mais j'imagine que oui, les capteurs doivent y avoir des câbles en plus. Mais en effet, peut-être que Dorian a plus d'infos avec Galéa et Vario. Oui, non, aujourd'hui, il y a pas de... Enfin, ça dépend des systèmes. Il y en a où, effectivement, il y a besoin d'avoir une connexion, mais dans la majorité des systèmes, c'est relativement non invasif et il n'y a pas forcément de câble, en fait. Ça passe directement via l'interface sur le casque. Voilà. Il n'y a pas tant de câbles que ça. Hein. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'arrête là, parce qu'il y avait pas mal de questions. Si vous en avez encore, vous pouvez retrouver KNDS dans la halle pour leur poser les questions que vous n'auriez pas eu l'occasion de poser juste ici. Merci beaucoup et merci à nos intervenants.